Vous écoutez Europe 1, il est 8h17, l'heure de l'interview d'Europe 1. Ce matin, Maxime, vous recevez Agnès Levallois, elle est maître de conférence à Sciences Po et spécialiste du Moyen-Orient. Pour nous éclairer évidemment sur ces heures décisives que sont en train de vivre l'Irak, la Syrie dans leur combat contre l'État islamique. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Mossoul est donc tombé, le gouvernement irakien crie victoire depuis hier. L'armée irakienne a repris Mossoul des mains de Daesh. C'est le coup le plus rude porté à l'État islamique depuis 3 ans. Oui, incontestablement, c'est vraiment une perte considérable pour l'organisation État islamique, puisque le discours fondateur de Abou Bakr al-Baghdadi avait été prononcé du minaret de la mosquée El-Nouri à Mossoul. Donc le fait que cette ville tombe et qui a été présentée comme étant la capitale pour l'Irak de l'organisation État islamique, à partir de laquelle cette organisation voulait justement s'étendre sur un territoire, puisque l'ambition de Daesh était d'avoir un territoire. Donc la reprise de la ville, en ce sens, évidemment, est un coup extrêmement dur pour l'organisation. Mais c'est un coup dur parce que c'est un symbole et simplement un symbole, ou c'est plus qu'un symbole et sur le terrain, j'allais dire tactiquement, c'est important de reprendre cette ville-là? Bien sûr, il y a les deux, c'est-à-dire que symboliquement c'est très important parce que c'est un coup vraiment grave porté à l'organisation et à sa capacité à pouvoir garder cette ville à partir de laquelle il y avait cette ambition territoriale. Et c'est très important parce que c'est une ville de 2 millions, à l'origine de 2 millions d'habitants, et qu'on voit bien que la stratégie qui a été menée par les forces irakiennes, accompagnée par la coalition internationale, font qu'aujourd'hui cette organisation est en train de perdre du territoire. Le territoire se réduit pratiquement à une peau de chagrin aujourd'hui par rapport à ce qu'était le territoire dans la phase d'expansion de Daesh. C'est une preuve de plus que Daesh recule. Évidemment, totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'organisation ne contrôle plus grand-chose par rapport au territoire qu'elle a été amenée à contrôler à la période la plus faste de son histoire, où elle contrôlait 8 millions de personnes à cheval sur l'Irak et la Syrie. Or, aujourd'hui, on voit qu'avec la prise de Mossoul et le combat qui se tient aujourd'hui à Al-Raqqa, qui est la ville en Syrie et qui est aussi un point fort de l'établissement de Daesh dans la région, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est vraiment en train de vivre de sa manière ces dernières heures. Ce qui ne veut pas dire que l'organisation n'existe plus. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment une nuance à faire entre la perte de Mossoul et les combats à Al-Raqqa et ce que va devenir cette organisation. Justement, la reconstruction de Mossoul va prendre des années. La ville est en ruine. Notre reporter Gwendoline de Bono disait dans le journal de 8 heures que cette occupation de la ville va aussi laisser des traces idéologiques. Une partie des Irakiens va continuer à adhérer au discours de Daesh. Oui, la grande difficulté maintenant, ça va être la question politique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut vaincre militairement Daesh, mais il faut revenir aux politiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Irakiens qui ont adhéré au départ à l'idéologie de Daesh et des Irakiens qui continuent à adhérer à certains aspects de ce discours? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mossoul est une grande ville sunnite, que le pouvoir à Bagdad est chiite, et que les chiites, depuis l'invasion américaine de l'Irak, qui a donné le pouvoir aux chiites après les années de Saddam Hussein qui lui était sunnite, il y a une vengeance, il y a une reprise en considération de la communauté chiite et qui du coup se comporte à l'égard des sunnites en les traitant de haut et donc de sa manière en prenant leur revanche. Donc aujourd'hui, est-ce que le pouvoir à Bagdad va être en mesure de proposer un projet politique qui intègre la communauté sunnite afin que celle-ci se sente reconnue pour ce qu'elle est dans les institutions, dans les instances gouvernementales irakiennes, ou si ça n'est pas fait, évidemment, elle pourra toujours être sensible aux sirènes de groupes qui se revendiquent comme sunnites et qui se revendiquent comme protégeant les intérêts de cette communauté sunnite. Donc la question essentielle aujourd'hui, elle est là. Est-ce que Bagdad va être en mesure de proposer ce projet politique à l'ensemble des Irakiens pour rebâtir un État irakien? Est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est la grande question. Et pour l'instant, on ne voit pas encore l'amorce en fait d'un discours politique qui pourrait rassurer cette communauté. Après Mossoul, vous en avez parlé, la prochaine étape de cette guerre contre l'État islamique, c'est Raqqa en Syrie. Est-ce qu'il faut s'attendre à un copier-coller? Quelques mois de bataille contre les djihadistes et une victoire à la fin? Alors, je pense qu'il y aura également une victoire à Al-Raqqa parce que les moyens mis en œuvre avec la coalition internationale, avec les forces kurdes qui sont sur le terrain, je pense que l'organisation va tomber à Al-Raqqa de la même façon. Mais là encore, la question qui va être posée va être une question extrêmement grave. Qui va contrôler ensuite la ville, comme dans le cas de Mossoul, qui va contrôler à qui on remet les clés? Et dans le cas de Al-Raqqa, la question va être aussi très très difficile puisqu'on voit bien que ce sont essentiellement les forces kurdes
syriennes qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour reprendre la ville de Al-Raqqa, mais cette ville n'est absolument pas une ville kurde et que la population sunnite de Al-Raqqa n'a aucune envie de voir les Kurdes prendre le contrôle de la ville. Et donc là encore, alors dans le cas de la Syrie, c'est différent du cadre de l'Iran parce que vous avez une guerre en Syrie qui oppose le gouvernement de Bachar el-Assad avec tout un tas aujourd'hui de groupes de différentes natures qui veulent le pouvoir. Donc là, la question politique sera encore plus compliquée dans le cas de la Syrie parce que vous n'aurez pas simplement le pouvoir à Damas qui essaiera de proposer quelque chose puisque la population de Al-Raqqa est opposée au régime de Bachar el-Assad. Donc là, on va rentrer dans une phase qui sera également extrêmement délicate. Quel est le poids de la coalition internationale dans cette bataille-là? Sans la coalition, aucune victoire possible, ni pour les Kurdes en Syrie, ni pour les Irakiens à Mossoul? Ça serait beaucoup plus difficile parce que cet appui aérien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coalition internationale n'est absolument pas sur le terrain, elle ne veut pas être sur le terrain et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'elle soit sur le terrain. Il faut que ce soit des troupes locales, si je puis dire, qui soient sur le terrain. Mais en revanche, la couverture aérienne est absolument indispensable pour aider la progression des troupes irakiennes ou des troupes kurdes en Syrie pour reprendre du territoire. Donc c'est la combinaison des deux avec aussi la formation par un certain nombre d'Américains ou d'Occidentaux, de Français qui aident ou qui forment, qui entraînent ou qui peuvent dans certains cas encadrer les forces sur le terrain qui permettent. Donc c'est vraiment l'association de ces différentes compétences, si je puis dire, qui peut permettre la reprise. Alors on peut imaginer que l'armée irakienne aurait pu peut-être finir par reprendre Mossoul, mais sans l'aide de la coalition, ça aurait été beaucoup plus long, encore plus meurtrier sûrement que ça n'a été le cas jusque-là. Et quel est le poids de la France ? Alors la France participe à cette coalition. Il y a d'un point de vue aérien, la France est partie prenante de cette coalition. On sait qu'il y a aussi de la formation qui est assurée par certaines forces spéciales françaises sur certains terrains. Donc il y a une vraie implication de la France qui est bien moindre. Et là, les chiffres sont parlants que la participation américaine, bien évidemment. Mais la France est là, présente. N'oublions pas, c'est en lien aussi avec les attentats qui se sont déroulés sur le territoire français, dont les ordres, beaucoup d'entre eux étaient partis de Al-Raqqa, la fameuse ville en Syrie qui est en train d'être reprise. Et donc la France est engagée aussi dans cette lutte contre Daesh parce qu'il y avait une incidence directe sur le territoire français. Justement, j'aurais peut-être dû commencer par là. Contre qui se bat-on aujourd'hui ? C'est qui Daesh ? Daesh, écoutez, c'est un certain nombre de combattants. Il y a des responsables. Alors, on ne sait plus très bien parce qu'ils ont subi quand même des pertes absolument considérables. Il reste sûrement quelques centaines aujourd'hui de combattants à Mossoul et à Al-Raqqa ou entre les deux parce que beaucoup ont parti évidemment, ont quitté Mossoul lorsqu'ils ont vu l'évolution de la reprise de la ville par les forces irakiennes. Il y a beaucoup sont morts. Abou Bakr al-Baghdadi, certains disent que les Russes l'ont atteint lors d'un bombardement il y a quelques mois. Les Russes l'ont dit une fois, peut-être qu'on l'a abattu, mais il n'y a pas une nouvelle. Mais il n'y a jamais une nouvelle, donc il doit être caché quelque part. Donc Daesh, c'est encore aujourd'hui des combattants avec encore une capacité, alors sur le terrain militairement moindre, mais encore une capacité en termes de communication à continuer à faire passer les messages pour essayer de continuer à être attractif, si je puis dire, parce que la perte de territoire fait que moins de combattants aujourd'hui rejoignent les rangs de Daesh, parce que d'abord ils n'y arrivent pas. Avec la fermeture de la frontière par la Turquie maintenant depuis quelques mois, c'est beaucoup plus difficile, si ce n'est pratiquement impossible pour des combattants de rejoindre le territoire de Daesh. En revanche, ce qui est toujours utilisé par les combattants de cette organisation, c'est la partie communication pour essayer de montrer qu'ils existent encore. Et n'oublions pas, il y a la capacité pour eux aujourd'hui d'être sur d'autres terrains, en Libye, éventuellement dans le Sinaï en Égypte, en Afrique, au Sahel. On en voit même qui vont jusqu'en Indonésie ou en Asie. Donc la capacité de nuisance de cette organisation continue à exister. Elle est bien moindre, bien évidemment. Et donc là, il va falloir aussi suivre comment elle va se redéployer, quel va être le message qu'elle va faire passer maintenant après la prise de Mossoul. Capacité terroriste aussi, il faut craindre des représailles, des attentats à la suite de ce qui se passe là-bas en Irak et en Syrie. On ne peut pas l'exclure, évidemment, parce que même si ce n'est pas forcément des ordres qui sont donnés par Baghdadi, parce qu'on ne sait pas où celui-ci se trouve, il peut y avoir des personnes qui estiment qu'elles doivent continuer ce combat de Daesh, puisqu'il y a une perte de territoire en Irak et en Syrie. Et donc, on peut évidemment craindre qu'il puisse y avoir des attentats ou une volonté de certains de mener encore des actions pour montrer que l'organisation existe encore et qu'il ne faut pas croire que la simple reprise, passez-moi l'expression, de Daesh, de Mossoul règle toute la question de cette organisation. Et là, j'insiste, il faut revenir à la question politique. Pourquoi cette organisation a pu émerger, pourquoi elle a pu être soutenue et pourquoi elle attire encore des jeunes qui veulent partir au combat. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question, évidemment, rien ne sera réglé. Agnès Levallois, invitée d'Europe 1 ce matin, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans ce studio. Merci à vous.